c'est Thomas Koster qui est avec nous à présent pour entamer l'émission depuis Genève en visioconférence, économiste senior en charge Bonjour de suivre Grégoire. les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour à vous Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avions hier soir la publication du compte-rendu, les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se tenait les 27 et 28 avril, sachant qu'en début de semaine, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, avait clairement indiqué que les objectifs n'étaient pas encore atteints du point de vue de la Fed pour commencer à envisager un débat ou une réduction progressive des actifs, des achats d'actifs, le fameux tapering. Que retenez-vous néanmoins de la manière dont les débats progressent peut-être en interne au sein de la Fed après la publication des minutes hier soir, Thomas? Tout à fait. Alors déjà, remettons les minutes dans leur contexte. Donc c'est lié au meeting de la Fed donc, qui avait lieu il y a plusieurs semaines et avant le fameux chiffre de l'emploi du mois dernier qui était un peu la douche froide, puisqu'on sait que la Fed regarde de façon très méticuleuse le marché de l'emploi. Elle considère qu'il y a encore un trou de plus de 8 millions de jobs. Et évidemment, si on continue à faire des créations d'emplois entre 200 000 et 300 000 par mois, on mettra vraiment beaucoup de temps à y arriver. Donc, il y a eu cette douche froide du rapport de l'emploi. Deuxième chose à mentionner, c'est qu'évidemment la Fed aussi regarde les attentes d'inflation. Alors elle a sa propre mesure des attentes d'inflation, mais d'après ces deux pans-là, il n'y a aucun rush pour annoncer un tapering. Mais néanmoins, c'est vrai que les minutes suggèrent qu'il y a quand même un débat sous-jacent qui est en train d'être posé. Et donc je pense que la vérité est quelque part entre les speeches de la Fed qui restent très dovish, y compris ceux de Clarida, et les minutes de la Fed qui semblent être un peu plus hawkish. Je pense que la vérité est un peu entre les deux et mon scénario reste qu'on pourrait avoir des premiers signaux sur le tapering, donc sur la réduction des achats d'actifs, dès cet été et potentiellement au meeting de Jackson Hole. Est-ce que ce serait d'ailleurs perçu comme une bonne nouvelle ou un soulagement chez certains investisseurs, Thomas, qui commencent peut-être à s'inquiéter de la balance bénéfice-risque du point de vue de la Fed? C'est vrai que les taux réels sont encore quand même très négatifs. L'inflation, les anticipations d'inflation montent, les taux restent très bas, les taux réels sont toujours très négatifs, alors qu'on a quand même l'idée d'une croissance et d'une reprise qui s'installe aux États-Unis. Je crois que les mesures d'activité en temps réel nous donnent l'idée qu'on va avoir peut-être une croissance de 10% encore au deuxième trimestre de cette année. Thomas, est-ce que quand même les bénéfices d'avoir une Fed très en retard commencent à inquiéter d'une certaine manière les investisseurs? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est en effet de voir cette dichotomie entre une économie qui réouvre et une Fed qui reste encore en mode fermé, puisqu'on a des achats d'actifs mois après mois à 120 milliards de dollars, ce qui reste très important. Donc il y a un peu une dichotomie entre les deux. Et c'est en effet intéressant de voir que même parmi les économistes, il y a un gros débat en disant mais là, la Fed, il va un peu trop fort en termes d'accommodation et c'est le moment de retirer un peu de l'huile du feu, quelque part. Donc il y a ce débat-là, et notamment un débat qui a trait aux conséquences et aux effets secondaires sur le marché financier et potentiellement un relâchement généralisé de la discipline de marché. C'est un peu ce qui est en train de se passer. On voit des incidents ça et là. Alors un jour c'est un hedge fund, le lendemain c'est une crypto-monnaie. Vous voyez, il y a un peu un espèce de relâchement de marché qui n'est pas forcément très sain pour la communauté financière dans son ensemble. Et donc, quelque part, resserrer légèrement la politique, enfin, c'est même pas resserrer, c'est enlever de l'accommodation. C'est même pas resserrer, c'est enlever de l'accommodation. Ça serait peut-être sain pour tout le monde à ce stade, surtout qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, l'économie, elle, est en très bonne forme et l'accélération est très, très soudaine. Moi-même, je m'attends en effet à 10% de croissance au deuxième trimestre. Et d'autant qu'il y a alors quelque chose d'assez nouveau peut-être aussi dans l'équation de la Réserve fédérale américaine. C'était le résultat de l'enquête faite par l'Université du Michigan pour le mois de mai, publiée la semaine dernière, qui interroge chaque mois les ménages américains sur leur niveau de confiance et sur leurs anticipations en matière d'inflation. Alors évidemment, les ménages américains ne sont pas des professionnels de la prévision économique, Thomas, mais on voit quand même des ménages là qui ont une perception de l'inflation bien plus soutenue que par rapport aux années précédentes et des ménages qui commencent à anticiper d'ailleurs un régime d'inflation durablement élevé peut-être pour plusieurs années. Est-ce que ça compte ça pour la Fed, Thomas? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, et encore une fois, c'est que la Fed a créé sa propre mesure des attentes d'inflation, qui est un peu un gloubi-boulga un peu du marché, un peu des ménages, un peu des business, un peu des économistes, et elle fait sa propre mesure et elle dit non, mais regardez, on est à 2%, tout va bien, madame la marquise.
Alors, en effet, là, les attentes d'inflation de l'Université de Michigan montent en flèche. Même si on peut mettre ça dans le contexte, à mon avis, du problème avec le pipeline, Colonial Pipeline. Hein. Vous savez, il y a eu un problème de hacking sur ce pipeline qui a mené de l'essence dans les États, notamment de la côte Est. Et en fait, il y a eu des queues qui se sont formées aux stations-service. Et je pense que ce phénomène psychologique a pu mener les ménages à tout d'un coup voir leurs attentes d'inflation monter au plafond. Donc faisons attention à ce dernier point sur l'enquête Michigan, puisque ça peut refléter des choses qui n'ont rien à voir en fait avec l'inflation elle-même. D'autres enquêtes d'inflation, type l'enquête de la Fed de New York, montrent des attentes d'inflation qui montent certes, mais qui restent relativement mesurées. Bon, on verra comment évoluent les anticipations d'inflation des ménages. Elles peuvent être elles aussi très volatiles, sans doute, Thomas. Néanmoins, et vous le dites vous-même, c'est intéressant, vous dites les Américains ne sont plus les consommateurs qu'on avait l'habitude de connaître. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Thomas? Les Américains ne se comportent plus comme des consommateurs américains. Oui, on pourrait même dire ils vont bientôt se comporter comme des Européens, c'est-à-dire avec un taux d'épargne très, très élevé. Et c'est en effet, alors pas un danger, c'est toujours sain l'épargne, mais ce n'est pas quelque chose auquel on était habitué. Puisque ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'en fait, donc, les fameux chèques de Joe Biden ont été envoyés fin mars. Et donc maintenant, on a déjà 2 mois de dépenses des consommateurs. Or, on se rend compte qu'une minorité de l'argent qui a été envoyé par le gouvernement fédéral a été dépensé. Donc le reste est utilisé soit comme épargne, soit pour rembourser les crédits, soit d'ailleurs fuit dans les marchés financiers avec des investissements d'ailleurs plus ou moins qui font plus ou moins de sens. Mais voilà, il n'y a pas eu en effet la dépense en fait elle reste assez mesurée, la dépense des consommateurs, et on voit une prudence sous-jacente des consommateurs américains, ce qui est en effet nouveau puisque je le rappelle, les chèques ça représente à peu près 400 milliards de dollars. Or, ils n'ont dépensé, alors je vous donne un chiffre, entre 80 et 100 milliards, donc ça fait un quart, c'est que 25% qui a été vraiment dépensé dans l'économie. Alors on aura les chiffres de dépenses, les vrais chiffres qu'à la fin du mois, mais on a déjà vu les ventes au détail qui font du surplace au mois d'avril. Donc il n'y a pas de... Voilà, mais le point important ici, c'est qu'il n'y a pas de surchauffe de la demande de l'économie américaine. Donc par rapport aux craintes en début d'année liées aux chèques, liées aux allocations chômage très généreuses, on ne voit pas encore de surchauffe de la demande par rapport à ces aides gouvernementales. Oui, il n'y a pas de débauche de consommation aujourd'hui aux États-Unis, même s'il y a une forte reprise évidemment au fur et à mesure que les services rouvrent notamment. Donc point très intéressant. Sur les investissements pas forcément avisés, Thomas, comment vous regardez? Alors évidemment, tout le monde a regardé hier ce qui s'est passé sur le complexe crypto, avec des mouvements effectivement assez hallucinants. Quand on a l'habitude de regarder des classes d'actifs plus traditionnelles, moins 30%, plus 30% dans la journée pour le Bitcoin. Évidemment, ça n'arrive que sur le Bitcoin. D'un point de vue économique, comment vous regardez ça? Puisqu'on comprend quand même qu'il y a un engouement de la part des particuliers, notamment très important pour cette nouvelle classe d'actifs. Il faut l'appeler comme elle est aujourd'hui. Thomas, est-ce qu'il y a un risque systémique pour les marchés traditionnels? Est-ce qu'il y a un risque de perte de richesse là pour des particuliers? Est-ce que ça peut d'ailleurs peut-être expliquer que, je ne sais pas, les consommateurs soient un peu plus mesurés aujourd'hui? Si on perd de l'argent sur les marchés financiers, peut-être que ça impacte aussi les comportements de consommation. Tout à fait. Alors déjà, l'impact du Bitcoin n'a pas en tout cas pour le moment d'impact plus important sur les marchés financiers plus globaux et les conditions financières, point numéro 1. Mais point numéro 2, et là je voudrais remettre un peu les choses dans du contexte, ce qui est en effet intéressant avec cette crise de la pandémie, c'est qu'il y a eu 2 choses, notamment aux États-Unis. Tout d'un coup, les gens se sont retrouvés souvent à la maison, avec beaucoup de temps. Et en plus, ils ont été très aidés par à la fois le gouvernement fédéral, notamment qui a envoyé des chèques, mais aussi les allocations chômage. Donc, ils ont eu du temps et quelque part de l'argent supplémentaire. Et en effet, on a vu, ça s'est déversé dans les marchés financiers. On a vu notamment l'ouverture de comptes de brokerage qui a explosé aux États-Unis. Et là, c'est intéressant. On pourrait se demander si, avec la réouverture de l'économie et les entreprises qui commencent à rapatrier leurs salariés pour aller travailler en physique, en présentiel, comme on dit, du coup, en plus, il y a moins de chèques, puisque finalement, les chèques ont été versés, il n'y aura pas de nouveaux chèques qui vont être envoyés aux consommateurs. Est-ce que tout ça, on n'a pas une mécanique qui se remet à l'inverse?
Oui, c'est une explication qui paraît très largement valable. Effectivement, la réouverture implique qu'il y a moins de temps pour trader, et notamment sur les cryptos. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec Merci. nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management.